Au nord du continent américain, là où les forêts s'étendent à perte de vue et où la neige ne fond presque jamais, se trouve un monde d'endurance et de silence, le Canada sauvage. Ici, l'hiver n'était pas une saison, c'est un règne. Le vent sculpte les montagnes, la glace enferme les rivières et chaque souffle devient une victoire sur le froid. Dans cette immensité gelée, la vie s'accroche. Les loups chassent avec précision. Les orignaux affrontent la neige profonde. Et les ours trouvent un refuge dans le sommeil d'un hiver sans fin. Chaque jour ici est une épreuve, mais aussi une preuve, celle que la vie, même dans la glace, trouve toujours un moyen de continuer. Bienvenue dans le Canada sauvage. Survivre à moins 40 degrés Celsius pendant l'hiver le plus froid de la planète. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour profiter des dernières vidéos. Allez, c'est parti! C'est un champ de bataille complexe où les relations entre prédateurs et proies se reconfigurent avec le changement des saisons, où la nourriture se raréfie de plus en plus et où chaque animal doit faire face non seulement aux éléments déchaînés, mais aussi à la faim insatiable de ses voisins. L'équilibre délicat qui existe pendant les mois plus cléments se transforme en quelque chose de beaucoup plus désespéré et primaire lorsque la température chute et que la neige commence à tomber avec une force implacable. À mesure que l'automne bascule vers l'hiver, les premiers conflits commencent à surgir. Le territoire qui était auparavant suffisamment abondant pour être partagé devient un bien précieux pour lequel il vaut la peine de se battre jusqu'au bout. Les prédateurs doivent adapter leur stratégie de chasse car leurs proies traditionnelles disparaissent en hibernation ou deviennent plus difficiles à traquer à travers la neige profonde. La compétition pour les ressources s'intensifie inexorablement avec l'avancée de l'hiver. Même les plus petits animaux, comme les mésanges, doivent rivaliser férocement pour l'accès à la quantité limitée d'insectes et de graines qui restent disponibles pendant les mois les plus froids. La dynamique sociale au sein des espèces change également radicalement. Les renards arctiques, qui ont pu rester solitaires pendant l'été, forment parfois des associations peu définies pour augmenter leurs chances de trouver de la nourriture. Les ours, qui normalement s'évitent, sauf pendant la saison des amours, peuvent se retrouver à rivaliser pour les mêmes ressources limitées alors qu'ils se préparent à l'hibernation. Ces interactions peuvent rapidement devenir violentes, et l'enjeu n'est rien de moins que la survie pendant les longs et sombres mois à venir. Le renard arctique émerge de sa tanière tandis que les premiers signes de l'aube teintent le paysage enneigé de nuances de bleu et d'argent.
Sa transformation du pelage brun et gris de l'été au blanc immaculé de l'hiver est maintenant complète, le rendant presque invisible contre la neige, à l'exception de la pointe noire de son museau et de l'éclat sombre de ses yeux. Cette créature extraordinaire, qui ne pèse pas plus qu'un chat domestique, est devenue l'un des survivants les plus efficaces du froid de la nature. La préparation du renard pour l'hiver a commencé il y a des mois, bien avant les premières chutes de neige. Pendant le bref été arctique, il s'est déguavé de lemmings, d'oiseaux, d'œufs et de charognes, accumulant des réserves de graisse qui représentent maintenant près de 20% de son poids corporel. Ces réserves de graisse lui servent d'isolant et de carburant, lui fournissant de l'énergie pendant les mois de pénurie hivernale. Lorsque les proies se raréfient et que la chasse nécessite un effort énorme dans la neige profonde, son pelage hivernal est une merveille d'ingénierie biologique. Le renard a développé une dense couche interne de fourrure fine qui emprisonne l'air chaud près de son corps quand Dobesson en d'ici à Poloiston, tandis que ses poils de garde plus longs le protègent du vent et de l'humidité. Le pelage s'étend jusqu'au coussinet de ses pattes, ce qui lui procure des raquettes à neige naturelles qui répartissent à son poids et lui offrent une traction sur les surfaces glacées. Ses oreilles en fait sont devenues plus petites et plus arrondies par rapport à l'été, ce qui réduit la perte de chaleur, tandis que son museau s'est raccourci pour minimiser l'exposition à l'air glacial. Le renard s'arrête à l'entrée de sa tanière, flairant l'air avec ses sens aiguisés. Son ouïe est si fine qu'il peut détecter le mouvement d'un lemming sous 60 cm de neige. Cette capacité, combinée à sa patience et à ses réflexes ultra rapides, en fait un chasseur formidable, même dans les conditions les plus difficiles. La tanière elle-même est un réseau complexe de tunnels et de chambres que le renard a hérité de générations précédentes ou creusées au cours de plusieurs saisons. Certaines de ces tanières ont des siècles, ont été transmises de génération en génération et se sont agrandies avec le temps pour devenir de véritables villes souterraines. À mesure que l'hiver avance, le comportement du renard devient de plus en plus opportuniste. Il suit les ours polaires à une distance prudente, attendant l'occasion de se nourrir de leur proie. Il pille les réserves de nourriture d'autres animaux lorsque l'occasion se présente. Le plus remarquable est qu'il a appris à chasser les phoques dans leurs trous de respiration, un comportement qui exige une patience et une synchronisation incroyables. Le renard peut attendre immobile pendant des heures à côté d'un trou dans la glace, prêt à bondir dès qu'un phoque remonte à la surface pour respirer. La technique de chasse du renard dans la neige est digne d'admiration. Il reste immobile, la tête inclinée, attentif au faible bruit des proies qui se déplacent sous la surface. Lorsqu'il localise l'endroit, il saute haut et plonge tête la première dans la neige, souvent disparaissant complètement. Il émerge fréquemment avec un lemming ou un campagnol fermement agrippé entre ses mâchoires. Ce comportement, connu sous le nom de chasse à la souris, exige une précision incroyable et représente une partie importante du régime hivernal du renard. Le territoire devient crucial pendant les mois d'hiver. Un seul renard peut occuper une zone allant jusqu'à 30 km², marquant ses limites avec son odeur et les défendant des intrus. Ces territoires se chevauchent souvent avec ceux d'autres prédateurs, ce qui entraîne des rencontres dangereuses.
Le renard doit constamment équilibrer la nécessité de chasser avec le risque de devenir une proie. Loups, lynx et même de grands hiboux représentent des menaces importantes pour le renard arctique, l'obligeant à rester constamment alerte. Le comportement du renard dans sa tanière change tout au long de l'hiver. Pendant les périodes les plus froides, il peut rester dans sa tanière pendant des jours, blotti en boule serrée, sa queue touffue enroulée autour de son corps comme une couverture. Son taux métabolique diminue considérablement pendant ces périodes de repos, conservant de l'énergie pour lorsque des opportunités de chasse se présentent. Le renard peut survivre à des températures allant jusqu'à moins 40 degrés Celsius grâce à son isolation exceptionnelle et à ses adaptations comportementales. Sous la surface glacée d'un étang peu profond, une silhouette immobile gît encastrée entre les rochers et les débris. La grenouille léopard du Nord, avec sa peau verte tachetée, maintenant obscurcie et immobile, semble inerte dans l'eau trouble. Cependant, cet amphibien réalise l'un des exploits de survie les plus remarquables de la nature, existant dans un état entre la vie et la mort, qui lui permet de supporter des mois de gel hivernal sans respirer, manger ni bouger. La préparation de la grenouille léopard pour la survie hivernale commence au début de l'automne, lorsque le refroidissement provoque des changements physiologiques drastiques. Contrairement aux mammifères qui peuvent générer leur propre chaleur corporelle, cette créature à sang froid doit trouver des moyens de survivre lorsque son environnement descend en dessous du point de congélation. La grenouille commence à produire des protéines spéciales et des composés de glucose qui agissent comme un antigel naturel, empêchant la formation de cristaux de glace dans ses organes et tissus vitaux. À mesure que les températures continuent de baisser, la grenouille cherche le refuge hivernal parfait. Elle a son besoin d'eau suffisamment profonde pour qu'elle ne gèle pas jusqu'au fond, normalement d'au moins 1 mètre ou 1,50 m. La grenouille s'installe dans la boue molle, ou se coince entre les rochers et les troncs submergés, se positionnant là où une fine couche d'eau non gelée restera pendant les mois d'hiver. Ce choix précis de l'endroit fait souvent la différence entre la survie et la mort. La transformation qui se produit avec l'arrivée de l'hiver est extraordinaire. Le métabolisme de la grenouille ralentit à des niveaux presque indétectables et son rythme cardiaque se réduit à quelques pulsations par heure seulement. Sa respiration s'arrête complètement lorsque ses poumons cessent enfin de fonctionner et, à la place, la grenouille absorbe le peu d'oxygène dont elle a pointé besoin directement de l'eau environnante à travers sa peau. Son système digestif s'arrête complètement et l'activité cérébrale se réduit au minimum, existant dans un état comparable à l'animation suspendue. La peau de la grenouille devient la clé de sa survie hivernale. Pendant les mois froids, cet organe extraordinaire continue de fonctionner comme système respiratoire et excréteur. Les cellules spécialisées de la peau peuvent extraire l'oxygène dissous de l'eau tout en éliminant le dioxyde de carbone et d'autres déchets. La peau doit rester perméable et en même temps protégée du gel. Un équilibre délicat maintenu par les composés antigel qui circulent dans le sang de la grenouille. La position à l'intérieur du refuge hivernal est cruciale pour sa survie.
La grenouille doit rester dans la fine couche d'eau qui se maintient au-dessus du point de congélation, généralement à quelques centimètres de la surface de la glace. Si elle s'installe trop profondément, les niveaux d'oxygène peuvent devenir insuffisants. Si elle s'installe trop superficiellement, elle risque de geler complètement lorsque les vagues de froid extrême poussent la glace plus profondément que d'habitude. La capacité de la grenouille à percevoir ses micro-environnements et à se positionner correctement détermine souvent si elle arrivera au printemps. Les mois d'hiver s'écoulent dans une quiétude absolue pour la grenouille ortholéopard. Contrairement aux mammifères qui hibernent, qui peuvent bouger occasionnellement, la grenouille en reste complètement immobile de novembre à mars ou avril. Son corps se refroidit tellement qu'il s'approche du point de congélation de l'eau, mais les protéines antigel empêchent les dommages cellulaires. Cet état est si profond que la grenouille ne montre aucune réponse aux stimuli qui déclencheraient normalement des réactions d'évasion immédiates. La gestion de l'oxygène pendant cette période prolongée présente des défis uniques. L'eau froide contient plus d'oxygène dissous que l'eau tiède, mais le mouvement minimal de la grenouille limite la circulation de l'eau autour de son corps. La position de la grenouille et les subtils courants dans son refuge hivernal sont cruciaux pour maintenir l'échange minimal d'oxygène nécessaire au fonctionnement des organes vitaux à des niveaux extrêmement réduits. Le système immunitaire de la grenouille est pratiquement désactivé pendant l'hiver, ce qui la rend vulnérable aux maladies et infections. Cependant, les basses températures qui menacent la grenouille freinent également la croissance des bactéries et des agents pathogènes nocifs, créant un équilibre naturel. Certaines recherches suggèrent que les composés antigel pourraient également avoir des propriétés antimicrobiennes, ce qui offre une protection supplémentaire pendant cette période vulnérable. À mesure que le printemps approche et que la température de l'eau commence à monter, la grenouille doit entreprendre la dangereuse transition vers la vie active. Ce processus de réveil est graduel et crucial, car un retour trop rapide au métabolisme normal peut provoquer des dommages cellulaires ou la mort. Le cœur de la grenouille augmente lentement son rythme, la respiration reprend et l'activité cérébrale revient progressivement à des niveaux normaux. Cette sortie de la léthargie hivernale est généralement synchronisée avec le réchauffement des eaux peu profondes et le retour des proies d'insectes. Dans les profondeurs des prairies, un vaste réseau de tunnels et de chambres abrite l'un des survivants hivernaux les plus extraordinaires du Canada. L'écureuil terrestre de Richardson a passé des mois à préparer un abri souterrain qui le protégera du froid extrême de la surface. Contrairement à ses proches arboricoles qui restent actifs tout l'hiver, ce rongeur terrestre a développé la capacité d'entrer en hibernation complète, désactivant son corps jusqu'à 8 mois par an. La préparation de l'écureuil terrestre pour l'hibernation commence en force à la fin de l'été, lorsque l'animal entre dans une phase d'alimentation intensive et d'accumulation de graisse. En quelques semaines seulement, l'écureuil peut augmenter son poids corporel jusqu'à 40%, stockant de la graisse dans des dépôts spécialisés dans tout le corps. Cette graisse remplit de multiples fonctions: fournir de l'énergie pendant l'hibernation, isoler les organes vitaux et fournir la matière première pour la graisse brune spécialisée qui
peut générer de la chaleur lorsque cela est nécessaire. Le système de terrier qui abrite l'écureuil en hibernation est une merveille d'ingénierie dont la construction peut prendre des années. La chambre d'hibernation principale se trouve jusqu'à 3 mètres sous terre, bien en dessous de la limite de congélation, où les températures restent relativement stables tout au long de l'hiver. Plusieurs tunnels d'entrée offrent des voies d'évasion et de ventilation, tandis que les chambres latérales servent de zone de stockage de nourriture et d'abri d'urgence. La chambre d'hibernation est tapissée d'herbes et d'autres matériaux doux pour offrir isolation et confort. À mesure que les températures automnales commencent à baisser, l'écureuil terrestre se prépare à son long sommeil. Il scelle la plupart des entrées de ses terriers avec de la terre et de la végétation, ne laissant que des ouvertures soigneusement dissimulées pour la circulation de l'air. L'animal rassemble du matériel de nidification supplémentaire et crée un nid sphérique à l'intérieur de la chambre d'hibernation. Contrairement aux animaux qui dorment simplement profondément, l'écureuil terrestre se prépare à une transformation physiologique qui frise le miraculeux. Le début de l'hibernation est déclenché par la diminution de la lumière du jour et la baisse des températures, mais le processus est contrôlé par des horloges biologiques internes qui ont évolué au cours de milliers d'années. En entrant en hibernation, la température corporelle de l'écureuil descend des 37 degrés Celsius habituels à seulement 2 degrés Celsius, juste au-dessus du point de congélation. Son rythme cardiaque s'effondre de plus de 300 battements par minute à moins de 10 battements par minute, et sa respiration devient si lente et superficielle qu'elle peut sembler s'être arrêtée complètement. Pendant l'hibernation, le métabolisme de l'écureuil diminue à moins de 5% de son rythme normal, ce qui lui permet de survivre avec les réserves de graisse stockées pendant des mois sans manger. Cette réduction drastique de la dépense énergétique est obtenue par la désactivation coordonnée des systèmes corporels non essentiels. La fonction rénale ralentit drastiquement, le système digestif devient inactif et même l'activité cérébrale se réduit aux niveaux minimaux nécessaires au soutien vital de base. La régulation de la température pendant les hibernations présente des défis uniques pour l'écureuil terrestre. Si sa température corporelle descend drastiquement, elle doit être contrôlée avec précision pour éviter les dommages dus au gel dans les tissus. Les dépôts spécialisés de graisse brune autour des organes critiques peuvent être métabolisés rapidement pour générer de la chaleur lorsque cela est nécessaire. L'hibernation de l'écureuil est périodiquement interrompue par de brefs épisodes d'excitation où la température corporelle se normalise pendant quelques heures, ce qui permet des fonctions essentielles d'entretien. Ces épisodes de réveil se produisent toutes les quelques semaines pendant la période d'hibernation et comptent parmi les aspects qui consomment le plus d'énergie pour survivre en hiver. Pendant ces brefs réveils, qui peuvent ne durer que quelques heures, l'écureuil peut ajuster sa position, éliminer les déchets et éventuellement consommer de petites quantités de nourriture stockée. Cependant, ces réveils épuisent rapidement les réserves de graisse, de sorte que leur fréquence est cruciale pour l'équilibre entre l'entretien nécessaire et la conservation de l'énergie. Le micro-environnement de la tanière joue un rôle crucial pour une hibernation réussie. La chambre profonde protège des fluctuations de température, tandis que la terre environnante agit comme isolant.
Il est nécessaire de maintenir soigneusement les niveaux d'humidité pour prévenir la déshydratation et la ventilation doit être suffisante pour éviter l'accumulation de dioxyde de carbone. Le choix du lieu d'hibernation et la construction de la tanière par l'écureuil influencent directement ses chances de survivre jusqu'au printemps. Le risque de prédation persiste même pendant l'hibernation, car les belettes, les serpents et d'autres prédateurs peuvent découvrir et pénétrer dans les systèmes de terriers. Les multiples tunnels d'évasion et la profonde chambre d'hibernation de l'écureuil terrestre offrent une certaine protection, mais son incapacité à réagir rapidement pendant l'hibernation profonde le rend vulnérable. Certains systèmes de terriers comprennent des chambres fausses et des réseaux de tunnels labyrinthiques qui aident à confondre les prédateurs potentiels. Le moment de la sortie de l'hibernation est crucial pour la survie et le succès reproducteur de l'écureuil terrestre. Sortir trop tôt peut entraîner le risque de rencontrer des tempêtes hivernales tardives et une pénurie de nourriture, tandis que sortir trop tard peut entraîner la perte de la brève saison de reproduction et des opportunités d'alimentation optimale. Les mâles sortent généralement en premier pour établir des territoires et rivaliser pour des partenaires, suivis par les femelles plusieurs semaines plus tard. À travers la neige profonde de la forêt boréale, une silhouette imposante se déplace avec une grâce surprenante entre les imposants épicéas et sapins. L'élan, avec plus de 2 mètres de hauteur au garrot et un poids équivalent à celui d'une petite voiture, représente l'un des exemples les plus impressionnants de la nature, de la façon dont la taille peut être un avantage pour la survie hivernale. Ce plus grand membre de la famille des cervidés a développé des adaptations extraordinaires qui lui permettent non seulement de survivre, mais de prospérer dans des conditions qui définissent même les espèces les plus adaptées au froid. La préparation de l'élan pour l'hiver commence par un changement drastique de son comportement et de sa physiologie pendant les mois d'automne. À mesure que les heures de lumière diminuent et que les températures baissent, le métabolisme de l'animal commence à ralentir considérablement, réduisant ses besoins énergétiques jusqu'à 30% par rapport aux niveaux estivaux. Cet ajustement métabolique lui permet de survivre avec des aliments de moindre qualité et un apport calorique réduit pendant les mois de pénurie de végétation nutritive. Le développement du pelage hivernal de l'élan est un chef-d'œuvre de l'ingénierie d'isolation naturelle. À la fin de l'été, l'animal développe une dense couche de poils de garde creux qui peut atteindre jusqu'à 15 cm de long. Ces poils creux emprisonnent l'air et offrent une isolation exceptionnelle, tandis que leur couleur foncée absorbe le rayonnement solaire pour procurer une plus grande chaleur. Sous cette couche extérieure, une épaisse couche interne de poils fins crée des couches d'isolation supplémentaires qui maintiennent l'élan au chaud même par des températures inférieures à moins 40 degrés Celsius. La taille énorme de l'animal, qui pourrait sembler un inconvénient dans la neige profonde, offre en réalité des avantages importants pour la survie hivernale. Ses longues pattes lui permettent de marcher dans la neige qui piégerait des animaux plus petits, et ses larges sabots agissent comme des raquettes à neige naturelle, répartissant son poids sur la surface enneigée. Sa grande masse corporelle lui procure également des avantages thermiques, car le rapport surface sur volume corporel implique que l'élan perd de la chaleur plus lentement que les animaux plus petits. Sur les strates et les stratégies de la pensée d'alimentation subissent en tête chez Chemise des changements drastiques à mesure que l'hiver avance et que la profondeur de la neige augmente. L'élan passe d'un régime alimentaire estival varié, comprenant des plantes aquatiques,
des feuilles et des jeunes pousses, à un menu hivernal plus limité, axé principalement sur le broutage ligneux. Les branches de saule, de peuplier, de bouleau et de sapin baumier deviennent sa principale source de nourriture, ce qui oblige l'élan à consommer jusqu'à 20 kg de matière ligneuse par jour pour satisfaire ses besoins nutritionnels. Le système digestif de l'élan a évolué spécifiquement pour faire face à ce régime alimentaire hivernal exigeant. Son estomac à 4 chambres, similaire à celui des bovins, permet une fermentation prolongée de la matière végétale ligneuse, décomposant la cellulose et extrayant des nutriments du broutage qui seraient indigestes pour la plupart des autres animaux. Ce processus digestif spécialisé génère une chaleur interne considérable, ce qui aide à maintenir la température corporelle pendant les périodes les plus froides. Le comportement de recherche de nourriture devient de plus en plus stratégique à mesure que l'hiver avance. Les élans apprennent à identifier les espèces de broutage les plus nutritives et les classes d'âge, préférant les branches les plus jeunes avec des niveaux plus élevés de protéines et de glucides digestibles. Ils créent sans soi des schémas d'alimentation distinctifs, broutant systématiquement les zones et revenant au site productif à plusieurs reprises pendant l'hiver. Ce comportement crée des lignes de broutage visibles dans la forêt où toute la végétation accessible a été consommée jusqu'à la hauteur que l'élan peut atteindre. Le comportement social de l'élan change considérablement pendant les mois d'hiver. Bien que généralement solitaires pendant l'été, ils peuvent y former des groupes dispersés dans des zones avec une bonne disponibilité de pâturage et un abri contre le vent. Ces refuges hivernaux offrent des avantages mutuels, car plusieurs animaux créent des sentiers compacts à travers la neige profonde qui réduisent la dépense énergétique de tous les membres du groupe. Cependant, la concurrence pour les meilleurs lieux de pâturage peut provoquer des rencontres agressives entre individus. La thermorégulation présente des défis uniques pour un animal aussi grand dans des conditions de froid extrême. Si la taille et le pelage de l'élan offrent une excellente isolation, l'animal doit équilibrer soigneusement la conservation de la chaleur avec la chaleur générée par la digestion et le mouvement. Pendant les périodes les plus froides, les élans peuvent chercher refuge dans des forêts denses qui les protègent du vent ou même peuvent s'allonger dans la neige pour profiter de ses propriétés isolantes. Le système cardiovasculaire de l'élan s'est adapté pour faire face aux exigences de la survie hivernale. Le cœur doit fonctionner efficacement pour faire circuler le sang dans l'énorme structure de l'animal, tout en maintenant la température corporelle centrale. Le flux sanguin vers les extrémités peut être réduit pendant le froid extrême pour conserver la chaleur destinée aux organes vitaux, bien que le pelage épais de l'élan s'étende jusqu'à ses pattes pour protéger ces zones vulnérables. Les risques de prédation changent radicalement pendant les mois d'hiver. Si les élans adultes ont peu de prédateurs naturels en raison de leur taille et de leur capacité défensive, la neige profonde peut les rendre plus vulnérables aux attaques de meutes de loups. La capacité de l'élan à se déplacer dans la neige lui confère des avantages, mais les poursuites prolongées dans la neige profonde peuvent être épuisantes. Les loups attaquent généralement les élans affaiblis par les dures conditions hivernales ou piégés dans des zones où la profondeur de la neige limite leur mobilité. La conservation de l'énergie devient cruciale à mesure que l'hiver avance et que la qualité de la nourriture diminue. Les élans développent des schémas de mouvement efficaces, utilisant des sentiers établis chaque fois que possible et évitant les dépenses énergétiques inutiles. Ils peuvent réduire leur période d'activité quotidienne, consacrant plus de temps au repos
et moins de temps à la recherche active de nourriture par rapport à leurs comportements estivaux. Cette adaptation comportementale aide à maximiser les réserves d'énergie limitées pendant les mois les plus longs et les plus froids. La hutte des castors se dresse comme une forteresse au milieu de l'étang gelé. Sa structure bombée s'élève au-dessus de la glace avec un air de permanence et de sécurité. À l'intérieur de cette merveille architecturale, une famille de castors a créé un sanctuaire chaud et sec qui les protégera du rude hiver canadien. La hutte représente des mois de dévouement à la construction, une précision d'ingénierie qui rivalise avec les réalisations humaines et un instinct de survie perfectionné pendant des millions d'années d'évolution. Les préparatifs pour l'hiver ont commencé à la fin de l'été, lorsque la famille de castors a travaillé inlassablement pour renforcer sa tanière et agrandir ses réserves de nourriture. La tanière elle-même est un chef-d'œuvre de construction naturelle, construite avec des bâtons, des troncs, de la boue et des pierres entrelacées. La chambre intérieure se trouve au-dessus du niveau de l'eau, accessible uniquement par des tunnels sous-marins qui restent non gelés, même lorsque la glace superficielle atteint une épaisseur suffisante pour supporter le poids d'un dintelan. Les parois de la hutte sont incroyablement épaisses, atteignant parfois plus d'1 mètre de large à la base. Cette construction imposante offre une excellente isolation, maintenant la température intérieure significativement plus élevée que celle de l'extérieur. Lors des nuits chaudes les plus froides de l'hiver, lorsque les températures extérieures descendent à moins 30 degrés Celsius, l'intérieur de la hutte peut rester légèrement au-dessus du point de congélation, chauffé par la chaleur corporelle de ses occupants et isolé par les parois de boue et de bois gelé. La préparation hivernale la plus cruciale du castor consiste à créer une réserve de nourriture sous-marine. Pendant l'automne, ces rongeurs laborieux abattent monter des dizaines d'arbres, les coupant en sections maniables et les traînent dans les eaux profondes près de leur tanière. Ces branches et troncs sont ancrés au fond de l'étang avec des roches et de la boue, créant un garde-manger sous-marin qui nourrira la famille pendant les mois d'hiver, lorsqu'aucune végétation fraîche n'est disponible. La cache de nourriture doit être planifiée et construite avec soin. Les castors préfèrent encore l'écorce intérieure des peupliers, des saules et des bouleaux, qui leur fournit les nutriments et les calories nécessaires pour maintenir leur grand corps pendant la période d'inactivité hivernale. Une famille de 4 castors peut stocker plusieurs tonnes de bois dans sa cache, ce qui représente des semaines de travail intensif. La cache doit être située dans une eau suffisamment profonde pour ne pas geler complètement, mais suffisamment proche de la tanière pour que les castors puissent y accéder facilement par leur tunnel sous-marin. À mesure que l'hiver s'installe sur le paysage, l'étang des castors est piégé sous une couche de glace qui peut atteindre plusieurs mètres d'épaisseur. Pour les castors, cette couche de glace leur offre à la fois protection et isolation. Des prédateurs comme les loups et les lynx ne peuvent de plus les atteindre, mais les castors sont également piégés sous la glace pendant des mois. Leur monde entier se transforme en un royaume sous-marin sombre entre leur tanière et leurs réserves de nourriture. La physiologie du castor est parfaitement adaptée à son mode de vie hivernal sous-marin. Leurs poumons peuvent stocker suffisamment d'air pour des plongées allant jusqu'à 15 minutes, ce qui leur permet de nager jusqu'à leur réserve de nourriture, de collecter des branches et de retourner à leur tanière sans remonter à la surface. Leur pelage dense leur procure une excellente isolation dans les eaux froides, tandis que leurs pattes palmées et leur puissante queue en font des nageurs incroyablement efficaces. Des valves spéciales dans leurs oreilles et leur nez empêchent l'eau d'entrer pendant les plongées.
La vie à l'intérieur du refuge hivernal suit un rythme marqué par la nécessité de conserver l'énergie et de maintenir la chaleur corporelle. La famille de castors se blottit pour se réchauffer, et la combinaison de leur chaleur corporelle maintient le séjour confortable. Ils s'aventurent dans les eaux glaciales uniquement lorsque cela est nécessaire pour récupérer de la nourriture de leur cache. Certaines espèces qui n'hibernent pas ont dû passer ces mois de glace à gagner leur vie au milieu des forêts blanches et des lacs gelés. Pour le lynx, la transformation de son habitat rude en paysage plein de vie est comme un rêve devenu réalité. Bien que son pelage épais au ton brun et argenté le garde au chaud en hiver, tout comme ses pattes épaisses l'aident à marcher facilement sur la neige, le lynx s'adapte très bien à sa nouvelle vie printanière au Canada. Après des mois de rareté des proies et de températures peu agréables, le lynx retrouve progressivement, avec la fin de l'hibernation des petits mammifères, un régime alimentaire plus complet et équilibré. Avec une végétation abondante partout, les lièvres se sentent plus libres de sortir courir et même de goûter un peu d'herbe sèche. Dans des situations comme celle-ci, le lynx profite d'une petite proie qui satisfait ses besoins nutritionnels. Les compétences de chasse du lynx font qu'il échoue rarement une fois qu'il a repéré sa proie. En plus d'une vision extraordinaire, le lynx a une ouïe enviable qu'il utilise pour détecter ses proies au milieu des forêts boréales interminables. Un petit faux mouvement d'un lièvre peut révéler la position du lynx et il finit par déguster 4 kg de viande fraîche. Ne vous laissez pas tromper par la taille relativement petite du lynx. Sa taille réduite par rapport au grand félin est une adaptation à l'environnement rude si loin au nord, comme le Canada. Alors que les grands prédateurs seraient obligés d'avoir un taux de chasse élevé pour satisfaire leur appétit vorace, pour le lynx, un petit rongeur est plus que suffisant. Le lynx est une sorte de couteau suisse lorsqu'il s'agit de mettre de la nourriture sur la table. La stratégie la plus utilisée par le lynx est de tendre patiemment des embuscades à sa proie sur des chemins spécifiques appelés gîtes d'embuscade. Sa fourrure l'aide à se camoufler dans la végétation désormais abondante. Au moment où la proie détecte le lynx, il est généralement trop tard, car le félin a la capacité de sauter sur 6 mètres de distance, mettant presque toutes les proies à sa portée. Le coup final est généralement porté par ses grandes griffes rétractiles, plus que suffisantes pour immobiliser et étourdir un petit lièvre ou un lièvre arctique. Une autre option est de rendre le lièvre sans défense en utilisant sa puissante morsure. Avec ses mâchoires puissantes, une morsure à la nuque est le coup final pour le lièvre et le début du déjeuner pour le lynx. Bien sûr, avec de telles compétences de chasse et après avoir passé un long hiver de pénurie, le lynx devient plus ambitieux et n'hésite pas à inclure des animaux plus gros dans son menu. Ici, les proies comme les moutons, les cerfs et même le caribou doivent toujours être vigilantes, car le lynx sera toujours à l'affût. S'il est vrai que le printemps a apporté l'abondance au lynx dans la vie sauvage du Canada, l'agile félin doit être prudent. Tout comme un petit rongeur devient sa proie en quelques secondes, les meutes de loups arctiques sont une menace pour le lynx. Contre un seul canidé sauvage, les chances de survie du lynx sont limitées, mais affronter toute une meute est une tâche presque impossible. Heureusement pour le lynx, dans les vastes forêts, il a un endroit sûr et toujours accessible pour échapper au danger, la cime des arbres. Étant un bon félin, le lynx a une capacité inégalée à grimper aux arbres. Cela lui permet de se protéger en cas de danger à proximité et, parfois, de détecter des proies potentielles d'en haut. Dans des conditions climatiques plus favorables, le lynx peut se déplacer plus confortablement à travers la taïga du Canada.
Il est fréquent que les adultes parcourent jusqu'à 10 km à la recherche de proies. L'habitat de la population de lynx au Canada est fortement influencé par les zones où vivent de petits mammifères comme le lièvre d'Amérique. En fait, le lynx ajuste souvent son comportement et ses habitudes à l'activité du lièvre, étant plus actif pendant les heures où ces mammifères sortent de leur tanière. Certains individus parcourent même des milliers de kilomètres en suivant la migration de ces populations. Bien sûr, avec plus de 10 000 rivières au Canada, lors de ses voyages, le lynx rencontre souvent des obstacles fluviaux à traverser. Heureusement, la nature a fait du lynx un excellent nageur, capable de traverser des rivières et des lacs sans difficulté. L'imposante silhouette d'un ours grizzly avance lentement dans la forêt automnale. Son pelage dense commence déjà à montrer la dense couche intérieure qui le protégera pendant l'hiver. Chaque pas est délibéré, chaque recherche de nourriture cruciale, car ce prédateur supérieur se prépare à l'une des stratégies de survie les plus extraordinaires de la nature, l'hibernation. L'hibernation, la méthode de l'ours grizzly pour survivre en hiver, représente des millions d'années de raffinement évolutif et d'adaptation physiologique. La préparation de l'ours à l'hibernation, connue sous le nom d'hyperphagie, le transforme en une machine à manger aux proportions incroyables. Pendant les mois de fin d'été et d'automne, un ours grizzly peut consommer jusqu'à 20 000 calories par jour, contre 5 000 calories qu'il pourrait ingérer pendant l'été. Cette frénésie alimentaire peut entraîner des augmentations de poids de 1,3 à 2,0 kg par jour, et certains ours doublent leur poids corporel avant d'entrer en hibernation. Chaque baie, saumon, racine et petit mammifère devient un carburant crucial pour le long sommeil qui les attend. La sélection d'une tanière d'hibernation est une décision cruciale que l'ours prend en considérant attentivement de multiples facteurs. La tanière idéale offre une isolation contre le froid, une protection contre les précipitations, une stabilité pour éviter les effondrements et une dissimulation contre les menaces potentielles. Les ours peuvent en creuser de nouvelles tanières chaque année ou rénover celles existantes, consacrant parfois des semaines à préparer le refuge hivernal parfait. Les tanières sont généralement situées sur des pentes orientées au nord, où l'accumulation de neige offre une isolation supplémentaire. La tanière elle-même est une merveille de l'architecture naturelle. Creusée dans les pentes, sous des systèmes racinaires ou dans des grottes naturelles, la chambre a juste la bonne taille pour que l'ours entre, se retourne et s'allonge confortablement. Le tunnel d'entrée est délibérément petit pour minimiser la perte de chaleur et est généralement incliné vers le haut pour empêcher l'air froid de pénétrer dans la chambre de sommeil. L'ours recouvre la tanière d'herbes, de feuilles et d'autres matériaux doux pour créer un lit confortable. Avec l'arrivée de l'hiver et l'arrivée de l'ours dans sa tanière, commence l'une des transformations physiologiques les plus remarquables du règne animal. Contrairement aux vrais hibernants, comme les écureuils terrestres ou les chauves-souris, les ours entrent dans un état appelé léthargie, dans lequel leurs fonctions corporelles ralentissent considérablement. Mais ils sont toujours capables de se réveiller s'ils se sentent menacés. La fréquence cardiaque de l'ours descend de 40 à 50 pulsations par minute à seulement 8. Sa respiration devient lente et superficielle, parfois avec de longues pauses entre chaque respiration.
La température corporelle de l'ours ne diminue que légèrement, d'environ 38 degrés Celsius à environ 34 degrés Celsius. Cette réduction de température relativement modérée, combinée à sa grande masse corporelle et à son pelage dense, aide à maintenir la fonction des organes essentiels tout en réduisant considérablement ses besoins énergétiques. Son taux métabolique est réduit à environ 25% de son niveau normal, ce qui lui permet de survivre grâce à ses réserves de graisse pendant 7 mois sans manger, boire, uriner ni déféquer. Le plus remarquable est peut-être que les ours gravides donnent naissance pendant le hibernation, généralement en janvier ou février. Les oursons, minuscules et sans défense à la naissance, se nourrissent et grandissent dans la chaleur de la tanière, tandis que leur mère reste en état léthargique. La capacité de la femelle à produire du lait riche, tandis que son propre corps survit grâce à des réserves de graisse, représente l'un des exploits d'ingénierie biologique les plus impressionnants de la nature. Les oursons restent dans la tanière avec leur mère jusqu'au printemps, apprenant les compétences de survie essentielles dans la sécurité de leur pouponnière souterraine. Les réserves de graisse de l'ours remplissent de multiples fonctions, en plus du simple stockage d'énergie. Elles agissent comme isolants, aidant à maintenir la température corporelle dans la tanière froide. Les dépôts spécialisés de graisse brune autour des organes critiques fournissent une production rapide de chaleur lorsque cela est nécessaire. Le corps de l'ours recycle également l'urée, qui serait normalement toxique, la convertissant en protéines utiles, empêchant ainsi la perte de masse musculaire pendant les longues périodes d'inactivité. L'équilibre hydrique pendant l'hibernation présente des défis uniques que le corps de l'ours gère grâce à des adaptations extraordinaires. Les ours ne boivent pas et n'urinent pas pendant l'hibernation, mais recyclent l'eau du métabolisme des graisses et la réabsorbent de la vessie. Ce recyclage prévient la déshydratation et évite la nécessité de quitter la tanière pendant les mois les plus froids. Les reins et le foie de l'ours travaillent en parfaite coordination pour maintenir un équilibre électrolytique adéquat pendant les hibernations. Le moment de l'entrée et de la sortie de la tanière est influencé par de multiples facteurs environnementaux et physiologiques. Les ours entrent généralement dans leur tanière lorsque la nourriture se raréfie et qu'une couche de neige constante se forme, généralement entre octobre et décembre. La sortie a lieu lorsque les températures chaudes commencent à faire fondre la neige et que la nourriture du début du printemps est disponible, généralement entre mars et mai. Les femelles gravides avec leurs oursons nouveau-nés sont généralement les dernières à sortir, ce qui garantit que leurs oursons sont suffisamment forts pour survivre dans le monde extérieur. Tous les ours n'hibernent pas avec le même succès, et la qualité de la saison d'alimentation précédant l'hibernation affecte directement leur survie hivernale. Les ours qui entrent en hibernation sans réserve de graisse suffisante peuvent être contraints d'abandonner leur tanière pendant l'hiver pour chercher de la nourriture. Une situation dangereuse qui entraîne souvent la mort. Le changement climatique a commencé à affecter les schémas d'hibernation, et les hivers plus chauds provoquent parfois la sortie trop précoce des ours, avant que des sources de nourriture suffisantes ne soient disponibles. La perturbation des tanières représente une grave menace pour les ours qui hibernent. Les activités humaines, exploitation forestière, minière ou même recherche sur la faune
peuvent inciter les ours à abandonner leur tanière, les obligeant à chercher de nouveaux refuges pendant la période la plus difficile de l'année. Les perturbations répétées peuvent épuiser les réserves d'énergie et réduire considérablement les taux de survie des oursons. Le son évocateur traverse l'air frais de l'hiver, parcourant des kilomètres de nature enneigée avec une clarté qui évoque des espaces ouverts et des paysages indomptés. Le hurlement du loup gris est répondu par un autre, puis par un autre, jusqu'à ce que la nuit résonne de la symphonie sauvage d'une meute communiquant à travers son vaste territoire. Ces superprédateurs ne se sont pas seulement adaptés à la survie hivernale, ils l'ont dominée, transformant les défis de la saison en avantages grâce à une coopération sociale remarquable et un raffinement évolutif. La préparation hivernale du loup gris est fondamentalement différente de celle des animaux solitaires ou des espèces qui hibernent. En tant que prédateurs très sociaux, les loups doivent coordonner leurs activités en meute, tout en s'assurant que chaque individu est physiquement préparé pour les mois difficiles à venir. Pendant l'automne, les membres de la meute se concentrent sur l'accumulation de réserves de graisse par des chasses réussies, mais ils ne peuvent pas simplement se gaver comme les ours. Leur survie dépend du maintien d'une condition physique optimale pour la chasse pendant les mois d'hiver. La structure sociale de la meute devient encore plus cruciale pendant les hivers. Le couple alpha ne dirige pas seulement les expéditions de chasse, mais prend également des décisions cruciales concernant le territoire, les tanières et l'attribution des ressources. La hiérarchie de la meute détermine l'ordre d'alimentation des proies, où les animaux dominants mangent en premier pour assurer la force nécessaire à une chasse réussie. Cette organisation sociale garantit que les chasseurs les plus habiles se maintiennent en conditions optimales pour nourrir tout le groupe. Le pelage du loup subit une transformation radicale pendant l'hiver, devenant une double couche qui offre une isolation exceptionnelle. Les poils extérieurs repoussent l'humidité et le vent, tandis que la dense couche intérieure emprisonne l'air chaud près de la peau. Ce pelage hivernal est si efficace que les loups peuvent dormir confortablement dans la neige, même par des températures allant jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Ils se blottissent pour souvent en boules serrées, leur queue touffue enroulée autour de leur museau et de leurs pattes, profitant de leur propre chaleur corporelle pour créer un microclimat chaud. Les stratégies de chasse s'adaptent considérablement aux conditions hivernales. La capacité de la meute à travailler en équipe prend une valeur encore plus grande lorsqu'elle chasse des proies dans la neige profonde. Les loups se relaient pour ouvrir le chemin dans la neige profonde et les animaux qui sont devant dépensent une énergie énorme. Tandis que ceux qui suivent bénéficient du chemin compacté. En chassant de grandes proies, comme l'élan ou le cerf, la meute profite de la neige, poussant les proies vers des congères plus profondes, où les ongulés sont désavantagés par leur poids plus important et la surface plus petite de leurs sabots.
Les grandes pattes du loup fonctionnent comme des raquettes naturelles, répartissant leur poids plus efficacement que les sabots de leur proie. Leurs pattes puissantes et leur démarche efficace leur permettent de parcourir de longues distances à travers la neige sans une dépense excessive d'énergie. Une meute de loups peut parcourir de 30 à 50 km en une seule journée tout en chassant, suivant la trace de leur proie et investiguant de possibles sources de nourriture sur leur territoire. Le maintien du territoire pendant l'hiver exige une vigilance constante et une dépense énergétique considérable. La meute doit patrouiller des limites qui peuvent s'étendre de 200 à 1000 km², marquant son territoire avec des dépôts odorants et restant alerte aux meutes voisines et autres prédateurs. Les territoires hivernaux chevauchent souvent ceux d'autres espèces de prédateurs, ce qui peut entraîner des rencontres dangereuses avec des ours sortant de l'hibernation, des lynx défendant leur proie ou des meutes de coyotes rivalisant pour des ressources similaires. La charogne prend une importance croissante pendant les mois les plus rudes de l'hiver. Les loups se nourrissent volontiers de charognes, même d'animaux morts de froid, de faim ou d'autres prédateurs. Cette alimentation opportuniste aide à conserver l'énergie qui serait autrement dépensée à la chasse et fournit une nutrition essentielle pendant les périodes de pénurie. La structure sociale de la meute garantit que même les opportunités de charognage sont exploitées efficacement, les éclaireurs localisant les cadavres et la meute travaillant ensemble pour défendre de précieuses sources de nourriture contre d'autres charognards. Pendant l'hiver, les tanières servent principalement de refuge par mauvais temps plutôt que de foyer permanent. Les loups peuvent utiliser des affleurements rocheux, des forêts denses ou même des tanières de castors abandonnées comme refuge temporaire pendant les blizzards ou les vagues de froid extrêmes. Ces refuges les protègent du vent et les aident à conserver la chaleur corporelle dans les conditions les plus difficiles. Contrairement à de nombreuses autres espèces, les loups restent actifs tout au long de l'hiver, chassant et voyageant indépendamment des conditions climatiques. Le système de communication de la meute devient essentiel pour la coordination pendant les chasses et les voyages hivernaux. Le hurlement remplit de multiples fonctions. Il aide à maintenir le contact entre les membres de la meute sur de longues distances, coordonne les activités de chasse et renforce les liens sociaux au sein du groupe. Les propriétés acoustiques de l'air ressenti de l'air hivernal, en particulier pendant les nuits froides et calmes, permettent à ces vocalisations de se propager beaucoup plus loin que pendant les autres saisons. Le moment de la reproduction chez les loups est étroitement lié à la survie hivernale et à la disponibilité des ressources. L'accouplement a lieu à la fin de l'hiver, généralement en février ou mars, lorsque la meute peut évaluer la capacité de charge de son territoire et le succès de ses stratégies de survie hivernale. Le moment de la gestation de la femelle alpha garantit que les petits naissent à la fin du printemps, lorsque les proies sont en plein essor reproducteur, fournissant de la nourriture abondante à la mère allaitante et à la famille grandissante. La dynamique de la meute pendant l'hiver peut être sérieusement mise à rude épreuve par la pénurie de nourriture et les dures conditions. Les membres plus faibles ou subordonnés de la meute peuvent être contraints d'abandonner le groupe, devenant des loups solitaires avec des chances de survie considérablement réduites. Ces loups dispersés doivent établir de nouveaux territoires ou trouver un partenaire pour former de nouvelles meutes.
un processus dangereux qui se produit souvent pendant les pires conditions climatiques. Le taux de mortalité des loups solitaires pendant l'hiver peut dépasser 80%. Les interactions entre espèces s'intensifient pendant les mois d'hiver à mesure que la concurrence pour les ressources limitées augmente. Les meutes de loups peuvent entrer en conflit avec les ours bruns qui sortent de l'hibernation, rivaliser avec les meutes de coyotes pour des proies plus petites ou affronter les lynx pour les lieux de chasse. Les remarquables adaptations qui permettent à ces espèces de prospérer dans les rudes hivers canadiens représentent des millions d'années de perfectionnement évolutif. Chaque animal a développé des stratégies uniques qui semblent presque impossibles à spécialiser. Ces adaptations créent un réseau complexe d'interactions qui définit l'écosystème hivernal canadien. Cependant, cet ancien équilibre fait maintenant face à des défis sans précédent en raison de l'activité humaine. Le changement climatique altère les paramètres fondamentaux que ces animaux ont développés pour exploiter. Les hivers plus chauds interrompent les cycles d'hibernation. Les schémas climatiques imprévisibles affectent la disponibilité des aliments et les changements dans les précipitations altèrent les conditions de la neige dont de nombreuses espèces dépendent pour chasser et survivre. L'impact humain sur ces extraordinaires survivants de l'hiver présente un contrepoint édifiant par rapport à leurs extraordinaires adaptations. Notre influence atteint même les zones sauvages les plus reculées, affectant ces animaux de manières à la fois évidentes et subtiles, immédiates et à long terme. Le développement industriel fragmente les vastes territoires dont les loups ont besoin pour une chasse réussie en meute. Les routes, les oléoducs, les opérations forestières et les activités minières créent des barrières qui perturbent les mouvements des meutes et obligent les loups à entrer en conflit avec les activités humaines. La fragmentation de l'habitat qui en résulte rend de plus en plus difficile pour les meutes de maintenir les vastes territoires dont elles ont besoin pour survivre aux rudes hivers. Les populations de castors, bien que stables dans de nombreuses zones, subissent là la pression des changements de niveau d'eau causés par la construction de barrages, les détournements d'eau et l'altération des schémas de précipitation. Leurs systèmes d'étangs, soigneusement conçus, dépendent de débits d'eau prévisibles et de schémas saisonniers que la gestion humaine de l'eau altère de plus en plus. Les zones d'hibernation des ours grizzly sont de plus en plus perturbées par les activités humaines. L'exploitation forestière, minière, l'utilisation de véhicules récréatifs et même la recherche sur la faune peuvent inciter les ours à abandonner leurs tanières pendant les périodes critiques d'hibernation. Le changement climatique aggrave ces problèmes en créant des conditions imprévisibles dans les tanières et en modifiant le moment de la disponibilité de la nourriture dont les ours dépendent pour prendre du poids avant l'hibernation. Cependant, les efforts de conservation offrent de l'espoir pour ces espèces extraordinaires. Les aires sauvages protégées préservent des habitats cruciaux et maintiennent les connexions écosystémiques dont ces animaux ont besoin.
Les programmes de recherche nous aident à comprendre leurs besoins et à développer de meilleures stratégies de conservation. Les connaissances autochtones et les pratiques écologiques donc traditionnelles fournissent des informations précieuses sur la coexistence durable avec la faune hivernale. L'avenir de ces espèces dépendra en grande partie des décisions prises aujourd'hui concernant la politique énergétique, l'utilisation des sols et les priorités de conservation. Chacun de ces animaux extraordinaires a démontré sa capacité à survivre aux épreuves les plus dures de la nature. La question est maintenant de savoir s'ils pourront survivre à l'épreuve de l'influence humaine sur leur ancien monde hivernal. La résilience de la vie elle-même, du pouvoir de l'évolution à créer des solutions à des défis apparemment impossibles et du réseau interconnecté de relations qui soutient des écosystèmes entiers pendant les mois les plus sombres et les plus froids de l'année. Ces 7 espèces ont maîtrisé l'art de la survie dans des conditions qui coûteraient rapidement la vie humaine. Leur succès représente des millions d'années d'essais et d'erreurs, de sélection naturelle et de perfectionnement évolutif. Elles nous rappellent que la vie trouve toujours un chemin, même dans les circonstances les plus extrêmes, et que la diversité des stratégies de survie est aussi belle que fonctionnelle. Tandis que l'aurore boréale danse dans le ciel étoilé au-dessus de la nature canadienne, ces extraordinaires créatures poursuivent leurs anciennes routines de survie. Le renard arctique chasse en silence dans la neige, les chauves-souris dorment paisiblement dans leurs grottes. Les castors se reposent en toute sécurité dans leur tanière. Les mésanges stockent des graines pour la nourriture du lendemain. Le lynx rôde patiemment dans la forêt, les ours revenant dans leurs tanières hivernales et les loups chantent leurs chansons sauvages à la lune glacée. Leurs histoires sans fin se poursuivent, saison après saison, année après année, comme un témoignage de l'incroyable pouvoir d'adaptation et de la force durable des espaces naturels qui existent encore dans notre monde. En les protégeant, nous ne protégeons pas seulement les espèces individuelles, mais aussi les processus qui créent et soutiennent la diversité de la vie sur Terre. Êtes-vous surpris de la façon dont les animaux survivent au froid extrême au Canada ? Dites-nous quel instinct de survie vous a le plus impressionné et laissez vos favoris dans les commentaires. Pensez-vous que ces créatures et leurs foyers gelés méritent plus d'amour ? Partagez cette vidéo et aidez à diffuser le message. Avez-vous adoré cet aperçu du Nord sauvage ? Jetez un œil à notre vidéo précédente sur la faune de la savane africaine, pleine de merveilles animales inattendues. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer notre prochaine aventure sauvage. À bientôt.